vais enlever le masque, c'est mieux. Donc, Clémence nous a bien montré que l'importance de traiter avec les traitements immunoactifs et de traiter tôt et de traiter également tard si l'activité persiste, que ça a vraiment un rôle essentiel pour limiter l'évolution de la maladie et limiter le risque d'apparition de symptômes persistants. Alors la question maintenant, c'est comment traiter et comment on va choisir le traitement. Alors c'est un luxe, avant on n'avait pas beaucoup de choix. Et maintenant, voilà, on a du choix. Donc, comment déterminer quel traitement va convenir à telle personne? Alors, donc, je vais pas. On se situe donc dans les traitements immunoactifs, c'est ce qu'on appelle les traitements de fond. Donc, c'est les traitements qui modifient l'évolution de la maladie, qui freinent la maladie, contrairement aux autres traitements, traitement de la poussée ou traitement des symptômes. Alors, les premiers traitements sont apparus au milieu des années 90 et on voit que depuis, on a beaucoup avancé, beaucoup de traitements qui sont apparus. Certains sont des versions différentes des premiers en termes de rythme d'injection ou de forme d'injection, et d'autres traitements sont tout à fait novateurs. Alors, l'avantage de ces traitements, c'est qu'ils ont des cibles différentes. Ils vont intervenir à des moments différents de la cascade immunologique qui se produit au cours de l'inflammation, ce qui va permettre d'intervenir à des moments différents et d'avoir une réponse différente selon les patients. Certains patients vont répondre bien à un type de traitement, alors que d'autres vont répondre mieux à d'autres traitements. Donc, d'avoir plusieurs cibles, ça permet vraiment d'arriver à trouver pour chaque personne un traitement différent. Alors, il y a quelques exemples de traitements. Alors, ce n'est pas complètement exhaustif, presque peut-être, j'espère. Et on voit donc c'est celui-là, au milieu. Donc là, le symbole représente la barrière entre le système périphérique, le sang, les organes et le système nerveux. Ça, ce sont les ganglions. Ça, ce sont les cellules inflammatoires. Et les cellules inflammatoires pénètrent de façon anormale dans le système nerveux et vont déclencher l'inflammation. Et donc, on va intervenir à plusieurs points de cette cascade. Alors, on peut par exemple empêcher les lymphocytes, les cellules inflammatoires de sortir des ganglions pour aller déclencher de l'inflammation. On peut empêcher les cellules inflammatoires de rentrer dans le système nerveux pour déclencher l'inflammation. On peut moduler les cellules inflammatoires dans un sens non inflammatoire. On peut éliminer certaines cellules, comme les lymphocytes B, et on peut moduler l'expression des signaux que vont produire les cellules inflammatoires. Donc, vous voyez qu'on peut intervenir à beaucoup de moments différents, et ça, c'est des progrès de la recherche et de la thérapeutique. On a aussi beaucoup progressé par rapport aux indications. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indication d'un médicament dépend de l'étude qui a été faite pour développer ce médicament. Donc, certains d'entre vous ont participé aux essais de développement et ont permis à ces médicaments d'apparaître. Et donc, les critères de sélection pour rentrer dans une étude sont assez stricts. Et ensuite, en fonction de ces critères, en fonction de comment a été choisie la population de personnes qui a participé au développement du médicament, de ces caractéristiques va dépendre l'autorisation de mise sur le marché. Et on voit qu'au fil du temps, les études ont sélectionné des populations différentes avec des critères diagnostiques différents, puisqu'on a progressé, on fait un diagnostic beaucoup plus tôt. Et donc, les patients qui ont eu les traitements dans les études plus tardives parfois avaient des profils différents des premiers patients. Ce qui explique que les autorisations de mise sur le marché ont changé et que les taux d'autorisation qu'on donne pour des médicaments qui ont des profils similaires sont différents. Par exemple, si on prend deux exemples, les exemples de médicaments très proches, le fingolimod et le ponesimod, c'est des médicaments très proches. Le premier qui a été développé, qui a été mis à disposition dans les années 2010, a une autorisation de mise sur le marché pour des personnes qui ont des maladies très actives déjà sous traitement, donc en échec de traitement, ou alors très actives d'emblée. Alors que le médicament équivalent, développé dans les années 2020,
lui, on peut le proposer à des patients qui ont fait un seul événement uniquement, qui ont une maladie avec poussée mais sans critères d'activité importants, et même chez des patients qui ont des formes progressives actives, alors que les médicaments sont quasi identiques. C'est pour ça que les médecins prennent de la distance par rapport aux autorisations de mise sur le marché et peuvent utiliser des médicaments, même si stricto sensu, ce n'est pas exactement dans le cadre dans les critères de l'autorisation de mise sur le marché, puisque ces autorisations de mise sur le marché correspondent au profil des patients de l'étude, mais peuvent être utiles à d'autres patients qui n'ont pas exactement les mêmes critères. Alors, les indications ont ainsi été élargies. On voit que maintenant, ce qui est important pour décider d'un traitement, c'est la présence d'activité, donc soit poussée, soit signe à l'IRM d'activité, c'est-à-dire plus de traces blanches qui s'accumulent ou des lésions qui s'allument. Donc ça, c'est un signe d'activité inflammatoire focale et on peut proposer un traitement, que ce soit au début de la maladie, que ce soit dans la période où il y a des poussées ou dans le cas d'une forme progressive avec activité. Donc ça permet vraiment d'élargir les indications et de proposer un traitement à beaucoup, beaucoup plus de personnes. Alors comment on va choisir? Alors déjà, on a des modalités d'administration différentes. On va avoir des traitements qui se prennent en comprimé ou en gélule. On va avoir des traitements qui vont se faire en injection sous-cutanée ou intramusculaire. Donc, on peut faire à la maison ou alors sous surveillance, parfois à l'hôpital de jour, sous surveillance d'une infirmière. Et on a des traitements qui se font en perfusion intraveineuse. Et parfois des médicaments qui peuvent être proches ou quasi équivalents. Ensuite, parmi les traitements, on définit deux groupes. Des traitements qui sont d'efficacité modérée, c'est-à-dire pour lesquels la réponse partielle est fréquente. Donc, il y a un certain nombre assez conséquent de patients qui ne vont pas répondre complètement ou répondre partiellement. Par contre, ils ont des effets secondaires qui sont exceptionnels, beaucoup plus rares. On a un autre groupe de traitements qui sont des traitements de haute efficacité, donc pour lesquels il y a beaucoup moins de patients qui ont une réponse partielle, mais il y a une surveillance qui peut être accrue parce qu'il y a potentiellement des effets secondaires sérieux qui restent rares, très rares, ça c'est important de le dire. Donc, on estime, quand on choisit un traitement, c'est toujours qu'on estime que le risque de la maladie est beaucoup plus important que le risque d'effets secondaires liés au traitement. Et donc la balance est quand même, si on fait le traitement, c'est que la balance est en faveur du bénéfice par rapport à la maladie. Alors, comment va-t-on choisir parmi tous ces traitements? Eh bien maintenant, ça va être un choix sur mesure qui va dépendre vraiment de chaque personne. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Quels vont être les critères pour choisir le traitement? Eh bien, il y a des caractéristiques personnelles, donc l'âge de la personne, c'est une femme, un homme, son mode de vie, s'il est plutôt sédentaire, ou s'il va être nomade, s'il travaille, qu'il voyage beaucoup. S'il y a un projet de bébé qui est prévu à court ou moyen terme. Donc, tout ça, c'est des caractéristiques personnelles. Ensuite, il y a des éléments médicaux, donc des antécédents. Est-ce qu'on a déjà eu des antécédents dermatologiques, des antécédents de cancer, des antécédents d'infection, par exemple? Il y a aussi le fait qu'on ait croisé ou non certains virus. Alors parfois, on peut, si on n'a pas croisé le virus, faire un vaccin. Parfois, le fait d'avoir croisé le virus interdit de faire certains traitements. Donc ça, on va faire une prise de sang et puis on va regarder ça. Ensuite, il y a l'activité de la sclérose en plaques. On ne va pas choisir le même traitement si une personne a une maladie très active avec beaucoup d'activité ou si on a plusieurs années de recul et avec peu d'activité de la maladie. On ne va pas faire le même choix. La durée de la maladie, effectivement, aussi est importante puisque l'activité inflammatoire n'est pas la même au début et après plusieurs années d'évolution. Et ensuite, on va aussi regarder ce qui s'est passé avec les traitements antérieurs, les traitements qui ont été supportés, les traitements qui ont été efficaces, ceux qui ne l'ont pas été. Et avec tous ces éléments, on va discuter et établir ensemble quel est le traitement le plus adapté. Alors ensuite, il va falloir se préparer. C'est vrai que maintenant, on commence à les connaître, ces traitements, on a identifié certains risques et ça permet de minimiser ces risques en faisant un bon bilan diagnostique.
en dépistant d'éventuelles infections latentes comme la tuberculose ou l'hépatite B ou le papillomavirus au niveau du col de l'utérus. C'est des infections qui peuvent être latentes et qui peuvent être déstabilisées par un traitement. Donc, on fait avant une prise de sang, un examen gynécologique pour voir s'il y a ces infections latentes pour les traiter. En les traitant, c'est un risque qu'on élimine. Ensuite, bien sûr, on demande si la personne a du diabète ou de l'hypertension, des problèmes de santé autres, on va équilibrer ces problèmes de santé pour pas qu'ils soient déséquilibrés éventuellement par certains traitements. Et ensuite, on va voir où il en est de ses défenses immunitaires par rapport à certains virus. Et si elles ne sont pas suffisantes, on va les améliorer grâce à des vaccins. Et on va mettre à jour tous ces vaccins pour qu'ils soient bien armés parce que, on va le voir après, certains vaccins sont moins efficaces sous traitement. Donc, on aime bien avant bien préparer les choses et remettre toutes les munitions à disposition pour bien se défendre. Alors, voilà, je vais parler un petit peu des vaccins parce que c'est un sujet qui est un petit peu difficile dans les maladies auto-immunes et dans la sclérose en plaques en particulier. Par précaution, on a dit pendant très longtemps que les vaccins n'étaient pas recommandés pour la sclérose en plaques car ils augmentaient le risque de poussée. C'était un principe de précaution, c'était un risque théorique. Et il y a eu de nombreuses études qui ont montré qu'il n'y avait pas d'augmentation des poussées ni d'augmentation du risque de la maladie avec les vaccins. Donc maintenant, l'ensemble des communautés, des neurologues, des vaccinologues, des infectiologues, vraiment recommandent la vaccination pour les personnes qui ont une maladie auto-immune, pour les patients qui ont une sclérose en plaques et pour leur famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et vous pourrez retrouver des recommandations européennes, américaines, françaises, assez facilement sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme vaccination? Déjà, il faut faire celles qui sont recommandées par le calendrier vaccinal pour toute la population. Il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de se vacciner quand elles apprennent le diagnostic de sclérose en plaques. Et donc, c'est important de reprendre, déjà, de voir où on en est du tétanos, si l'hépatite B le vaccin d'hépatite B a été bien réalisé, si on est bien protégé contre la rougeole, par exemple. Ensuite, il va y avoir des vaccinations supplémentaires parce que le fait d'avoir un traitement qui agit sur l'immunité peut modifier les défenses. Et donc, on va vérifier, par exemple, que la personne a bien croisé la varicelle. Et si elle n'a pas croisé la varicelle, il va falloir faire le vaccin. Ça sera très important. Pour certains traitements, on fait le vaccin contre le pneumocoque. Le pneumocoque, c'est une bactérie qui donne des pneumonies après la grippe ou après des infections virales, après le Covid, par exemple. Donc, c'est très important de le faire. C'est 2 vaccins à 4 à 8 semaines d'intervalle, le Prévenard puis le Pneumovax. Ensuite, il y a d'autres vaccins qu'on va discuter au cas par cas, le vaccin du Zona, le vaccin contre le papillomavirus, et puis si on envisage de voyager, la fièvre jaune et l'hépatite A. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on va quand même avoir un souci avec les vaccins, c'est que certains vaccins sont des vaccins vivants. Donc, les vaccins vivants, c'est le microbe qui a été atténué et qui est administré pour que la personne fabrique des défenses. Avec les traitements de fond, on ne peut pas faire de vaccin vivant parce qu'on peut faire une mini-infection. Alors, ce n'est pas forcé, mais c'est possible. Donc, tous les vaccins vivants, ils sont listés là, la varicelle, le zona, la rougeole, la fièvre jaune et le BCG ne sont pas possibles quand on a un traitement de fond, à l'exception des traitements qu'on fait par auto-injection, l'interféron et l'acétate de glatiramer, les traitements qu'on a eus en tout premier. Donc, c'est pour ça qu'on fait maintenant les vaccinations assez précocement. On a changé vraiment nos habitudes et on essaie de les faire assez tôt, avant de débuter un traitement, pour pouvoir faire les vaccins vivants tranquillement. Et puis aussi parce que parfois, les traitements modifient l'efficacité des vaccins, donc c'est bien de faire les vaccins avant. Donc, on essaie de les faire le plus en plus tôt pour armer la personne et limiter les risques ensuite. Une fois qu'on a choisi un traitement, autre élément important, ça va être capital de vérifier que le traitement est efficace. On a aussi des études vraiment qui ont montré que le fait d'avoir encore de l'activité inflammatoire alors qu'on est sous traitement va influencer le risque de handicap à long terme. Là, c'est notamment une étude qui a été faite sur les patients qui avaient participé aux essais cliniques pour développer les tout premiers traitements, les interférons. Ils ont regardé au bout de 15 ans, après les essais, qu'est-ce qui augmentait le risque de handicap? Quelle était la différence entre les personnes qui avaient développé un handicap et celles qui n'avaient pas développé de handicap? Et vraiment, ce qui était différent, c'est que c'était l'importance de l'activité qui existait sous traitement.
C'est-à-dire que les patients traités qui avaient des lésions actives, qui avaient fait des poussées, qui avaient de nouvelles lésions à l'IRM, c'est eux qui avaient le plus de risques d'avoir un handicap. C'était l'élément important. Donc, traiter, ça ne suffit pas. Il faut être sûr que le traitement est efficace. Donc, on va surveiller avec les IRM et les consultations au minimum une fois par an, vérifier qu'il n'y a pas de suspicion d'activité. Maintenant, on a suffisamment de traitements pour que si un traitement n'est pas complètement efficace, on propose de le changer. Donc voilà, c'est important de traiter et de traiter efficacement et pour ça, il faut surveiller. Ainsi, à chaque consultation, au moins une fois par an, on va vérifier que le traitement est bien toléré au quotidien par la personne, aussi à plus long terme par rapport à des risques qu'on connaît. On va faire des dépistages, des surveillances, on va voir la prise de sang aussi. Et puis, on va surveiller l'efficacité. Donc, à l'interrogatoire, on va voir s'il y a eu des nouveaux symptômes qui sont survenus depuis la dernière consultation. Et puis, on va comparer les IRM pour voir si ça a bougé. Si on a un doute, si ça a bougé, on discute un changement de traitement. Voilà, donc pour terminer, par rapport à ces traitements immunoactifs, maintenant on sait qu'ils ont un impact très important sur le pronostic à long terme. On a des indications qui sont beaucoup plus larges. On peut démarrer très tôt, même s'il n'y a eu qu'une seule poussée. Et puis, on peut continuer aussi à proposer un traitement s'il y a de l'activité chez des personnes qui ont une évolution progressive associée. On a beaucoup de molécules différentes, donc on peut se permettre d'adapter à la personne, à son profil, le traitement. Et puis, on peut aussi se permettre de changer le traitement si le traitement n'est pas efficace. Et pour ça, il faut surveiller avec des consultations et des IRM annuels. Et c'est important de minimiser les risques. Alors, il y a des risques qui sont identifiés, qui peuvent être sérieux, mais qui sont quand même très, très rares et qu'on peut maîtriser en surveillant, en sélectionnant les traitements, en faisant des vaccinations, en prenant en charge les infections urinaires, les vessies neurologiques. On a beaucoup de choses à faire pour minimiser les risques et permettre que le risque soit minime pour un bénéfice important par rapport à la maladie. Voilà. Je vais laisser la parole. Merci de votre attention.